Alors, je voudrais vous présenter et que vous réapplaudissiez. Donc, Priscilla Bertin, la productrice de Diamant Brut. Andrea Bescon, la maman du diamant. Idir Azougli, le prince charmant du diamant. Malouk et Bizi, le diamant. Et enfin, Agathe Riedinger, la réalisatrice de Diamant Brut. Alors, je vais commencer les questions, mais bien sûr, voilà, vous levez la main, vous m'interrompez. Enfin, c'est votre moment. Hein. Alors déjà, bon, on va commencer quand même avec la réalisatrice, la créatrice de tout ça. Déjà, de manière générale, la jeunesse du projet. Pourquoi tout d'un coup, voilà, s'intéresser à cette féminité, cette manière de voir le monde et la féminité? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'histoire de Liane, quoi? Ça commence par le fait que j'ai toujours regardé de la télé-réalité, que j'ai été à la fois sidérée par ces nouveaux contes, cette nouvelle mythologie qu'on pouvait voir diffusée donc à la télévision, sur Internet, les réseaux sociaux, et qui mettait en avant des valeurs très réactionnaires, puisque la télé-réalité se fonde sur le mépris de classe, hypersexualise la femme pour créer du divertissement, alimente la culture du viol, etc. Donc il y avait un mélange de sidération, que cette violence soit étalée aux yeux de tous sans que personne ne s'y intéresse vraiment et qu'on se dise c'est du divertissement, c'est inoffensif, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout, c'est pas du tout inoffensif. Donc il y avait déjà cette sidération et ce besoin de parler de cette violence-là. Et une fascination pour ces candidates qui arrivent avec une puissance, une vérité, avec quelque chose à raconter et qui ont fait que je me suis vraiment interrogée sur leur représentation féminine, puisqu'elles arrivent avec une nouvelle forme de représentation féminine, et que je me suis interrogée en me demandant si est-ce que c'est la preuve qu'elles sont soumises à des dictats patriarcaux qui supposent qu'une femme n'est vraiment une femme que si elle est désirable, ou est-ce qu'au contraire elles récupèrent ces codes, elles en ont conscience et elles se les approprient, et justement pour se revendiquer, pour s'émanciper, comme l'ont fait des millions et des millions de femmes depuis la nuit des temps, qui ont utilisé la seule arme, la principale arme qu'on leur laisse, à savoir leur beauté, pour s'imposer dans le monde. Donc c'était une question c'était un mélange de plein de choses que je voulais explorer avec Diamant Brut. Et au-delà de ça, j'ai toujours, depuis mes études aux arts décoratifs, c'est la question de la beauté, de la représentation de la beauté, de la puissance rattachée à la beauté des femmes. C'est quelque chose qui est né bien avant Diamant Brut et qui est vraiment le cœur, finalement, un peu le fil rouge des questions qui m'habitent. Parce que vous êtes aussi photographe, vous avez aussi un moment travaillé sur la notion des cocottes du 19e siècle. Absolument, oui. Donc toujours cette manière de penser la féminité et le désir. En fait, l'épiphanie, on va dire, qui a fait que j'ai trouvé, parce que l'idée, je l'ai eue à 7 ans. J'ai eu cette idée, j'ai fait J'attends Jupiter. Après, j'avais le désir... court-métrage. Mon court-métrage. J'avais le désir de faire ce long-métrage. Mais il y avait une difficulté, il y avait un défi de trouver par quel axe parler d'une arène qui est construite sur le mépris de classe, mais qui subissait aussi un mépris de classe, puisque toutes les personnes qui regardent de la télé-réalité, il y a encore quelques années, étaient méprisées juste du fait de regarder de la télé-réalité. Donc il fallait trouver comment parler de ça et comment surtout, puisque je me mets du point de vue de mon héroïne et que je veux montrer les raisons louables, ces raisons sont louables de vouloir faire de la télé-réalité, puisque la télé-réalité c'est une alternative au chômage, c'est aussi du point de vue des candidats, c'est vraiment une manière aussi de s'imposer dans le monde, de s'inscrire dans la société, d'avoir un statut, un métier. Donc c'est une profession, c'est pas que
Enfin, eux, voilà, c'est une profession. Et cette fameuse épiphanie, je l'ai eue effectivement le jour où j'ai vu un documentaire sur ces courtisanes du fin du 19e, début 20e. Et en fait, j'ai une espèce de foudroiement où je me suis dit, mais c'est impressionnant, c'est exactement les mêmes mécanismes, le même phénomène. C'est la revanche de femmes issues de classes modestes à l'époque et qui, grâce à leur beauté, qui étaient assommées de mépris de classe et de tout ce qu'on peut imaginer de sordide, et qui, grâce à leur beauté, à leur détermination, à l'intelligence qu'elles ont eue d'utiliser cette beauté, ont mis à leurs pieds tous les plus grands hommes d'Europe. Et pour l'anecdote intéressante, puisqu'on est à Cannes, les dômes du Carlton ont été moulés sur la poitrine de la belle Otero. Donc c'est dire si elles ont réussi à imposer et à bouleverser les codes, à réinterroger qu'est-ce que c'est la femme, à bouleverser les codes de l'hygiène, la mode. C'est exactement les mêmes parallèles. Si elles sont arrivées avec une nouvelle forme de représentation féminine, comme c'est, selon ma lecture, ces candidates de télé-réalité qui arrivent avec une nouvelle forme de féminité et qui réinterrogent aussi ce que c'est que le bon goût, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qui est authentique, ce qui ne l'est pas, etc. Donc c'est vraiment des parallèles qui sont un parallèle réjouissant à voir, quoi. Est-ce qu'on commence les questions? Oui. Monsieur. Congratulations pour votre film. Moi, je suis Freddy Friedlander de l'Argentine, de Sala Llena et Ámbito Financiero. Ça, c'est les moyennes. Moi, j'ai eu connaissance de votre film avant de les voir ici, et j'ai vu que vous avez fait quelques changements, pour moi très bons, dans les scripts, dans les scénarios. Parce que, par exemple, la situation entre Liane et sa mère n'est pas la même à la fin de ce film et du script, je pense. Le script de Diamant Brut? Oui, exactement. Ça finit pas exactement dans la même chose. Et à part, il y a quelques locations, je ne sais pas si vous l'avez utilisé, Marseille et Monte-Carlo. Mais la question, alors, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à changer? Pour moi, c'est une bonne décision de changer les scripts. Et à part, comment est-ce que vous avez fait les castings? Non de filles dans les films, mais les castings est arrivé à cette excellente actrice, je pense, débutante, si je ne me trompe pas. Là, en effet, dans le scénario, il y avait la fin n'était pas tout à fait la même. Il y avait toute une partie. Liane se confrontait non, mais faisait face à sa mère avant de partir. Et avant ça, elle faisait face à Dino avant de partir aussi. Et on a fait le choix avec la monteuse et encouragée par ma productrice de resserrer au maximum la fin pour rester uniquement sur la personne qui compte le plus pour Liane, à savoir sa sœur. Et je trouvais intéressant aussi de montrer que le fait de partir sans un regard, finalement, de partir sans prendre l'autre en compte, c'était montrer qu'elle faisait le deuil de ce qu'elle attendait de sa mère, donc ce fameux regard qu'elle n'a pas. Et c'était aussi la montrer probablement un peu cruelle vis-à-vis de Dino, mais en même temps, je trouvais que cet abandon qu'elle faisait à Dino était... Elle en a conscience, parce que quand elle le quitte, quand elle court, elle a conscience qu'elle va le détruire. Quand elle lui dit pardon la veille dans le chantier de Dino, elle lui dit pardon aussi pour le mal que je vais te faire. Donc je trouvais intéressant de resserrer à l'os au maximum ce départ. Et votre question concerne comment on a travaillé avec Malou et comment on l'a trouvé, c'est ça? C'était hyper important pour moi que le casting soit composé que Liane soit incarnée par une comédienne qui ne soit pas professionnelle, par cohérence simple et du fait que Liane se sent invisible et elle veut devenir connue pour être connue. Donc j'avais à cœur que cette comédienne soit inconnue, justement. Et après, il y avait une nécessité de cohérence géographique et politique sur la fabrication du film, et qui était de choisir une comédienne qui soit ancrée dans le Sud. Donc ça a été un casting sauvage qui était confié à Julia Lyon et qui s'est étalé sur de longs mois pour trouver Malou, mais aussi ses amis, sa petite sœur, et voilà. Je crois qu'il y a une autre... Oui. Oui. Bonjour, Margot Costa pour Cinéverse. Déjà, félicitations pour ce film. Merci. Vous représentez une population qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui n'est pas forcément présente même dans le milieu du cinéma en général. Comment, au scénario, mais aussi dans le jeu des acteurs-actrices, vous avez réussi à ne pas tomber dans le voyeurisme, dans le cliché, dans faire quelque chose où on va juger les personnages? Parce que finalement, c'est très juste, je trouve.
C'était vrai, et en effet, c'était vraiment le défi principal du film, de rester à la hauteur du personnage, de ne pas en raconter trop, de ne pas montrer, de ne pas surligner, sachant qu'en plus, c'est un personnage qui est déjà surligné de plein de manières différentes. Donc c'était un enjeu essentiel aussi pour être en empathie avec elle et faire que le spectateur soit au plus proche d'elle. Donc on avait tous conscience qu'on traitait d'un sujet aussi de l'hyperféminité, de l'hypersexualisation, et on pouvait vite tomber dans un certain voyeurisme et faire de l'image sexy dans ce que le mot sexy implique de négatif. Donc ça, c'était un travail que tout le monde avait vraiment en tête à tous les maillons de fabrication, que ce soit au costume, au cadre, à la lumière, à la manière de poser le corps dans l'espace aussi. Donc ça, c'était vraiment une réflexion qu'on avait à chaque instant. Et ensuite, qu'on a prolongé au montage, et en s'étalant pas. Je pense qu'on tombe dans le voyeurisme et on tombe dans le misérabilisme quand on caricature, et on caricature quand on grossit le trait. Donc s'attarder trop longuement sur un plan ou positionner un corps de manière trop évidente, c'est vraiment dire « Regardez, je vais vous montrer un truc ». Et là, on est au-dessus et on devient jugeant. Donc c'était un travail qui était minutieux et qui était un enjeu colossal pour le film. Alors je posais des questions, mais entre-temps, je reprends la parole. Puisqu'on est dans cette notion vraiment des détails, de la précision et tout, je crois que... Et là, du coup, j'aimerais bien que Malou me réponde sur la direction d'actrice. J'ai l'impression que chaque geste était extrêmement important, chaque posture, comment on bouge un doigt, comment on colle une paillette, toute une espèce vraiment presque de gestes ritualisés sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, non ? Oui, il y a eu un vrai travail presque d'orfèvre sur le corps. Et c'est d'ailleurs une des premières choses qu'on a travaillé quand on s'est rencontrés. Ce qui était important pour Agathe, c'était de gommer tous les petits tics qu'on nous inculte quand on est une jeune femme depuis la naissance, et une femme, une jeune fille. À savoir, par exemple, pencher la tête, trop sourire quand on nous parle, croiser les jambes, se tenir droit, agiter la tête en permanence. C'est quelque chose qu'on fait. Et ça, il fallait absolument le gommer, puisque Liane, c'est un personnage qui est brut, qui est sauvage. Qui n'est pas dans la séduction. Qui n'est pas dans la séduction. Il fallait gommer, en effet, tous ces gestes inconscients de séduction. Et... Oui. Je te laisse prendre la suite. Oui, non, mais c'est tout à fait mais ça. C'est intéressant, mais c'est paradoxal. Vous dites, elle n'est pas dans la séduction, alors que son but est de séduire absolument pour être aimé absolument. Donc, ça doit être quand même très compliqué à composer, ça. Ben, Ils disent, ton personnage, c'est de la séduction incarnée. En même temps, il ne faut pas que tu sois dans la séduction. Ça a dû être précis comme dentelle. Oui, on a eu des longues discussions quand on s'est rencontrés. Et puis, non, c'était pas si compliqué que ça, en fait, à comprendre. Et une fois que j'ai compris ce truc-là, Liane, elle applique des codes qu'elle voit, qu'elle s'approprie, mais elle n'a pas de modèle à proprement parler. Sa mère, par exemple, n'est pas forcément ultra féminine comme elle, ou alors d'une manière différente, en tout cas. Et du coup, oui, c'était effectivement très précis, mais du coup très plaisant aussi d'avoir une réalisatrice qui est aussi accompagnante et précise dans ses réponses quand j'avais des questions. Je me souviens qu'Agathe disait beaucoup à Malou qu'il fallait peut-être baisser un peu un bélier, quoi, qu'elle fonce, quoi. Il y avait vraiment préserver cette animalité. Les sourcils, effectivement, qui étaient des cornes. Et donc, il y avait... En fait, Liane, c'est un personnage qui applique des codes, mais qui les incarne pas. Et qui refuse même, limite, de les incarner. Donc, elle est une image. Elle s'est fabriquée une image, elle est une image. Mais derrière l'image, il n'y a rien... Elle n'est pas incarnée derrière. Et elle veut pas. C'est pas tant qu'elle veut séduire, elle veut être aimée. Elle veut plaire, elle veut être aimée. La séduction, c'est vraiment un truc c'est une rencontre, c'est un langage. Elle n'est pas du tout dans ce langage-là. Voici mon image, et tu la prends, tu la kiffes, et tu te tais, en fait. Et du coup, effectivement, on a beaucoup travaillé sur la démarche, sur la manière d'ancrer le talon dans le sol, de regarder toujours par en bas, de jamais regarder par en haut, parce que regarder par en haut, c'est un peu mystérieux, c'est jamais pencher la tête.
regarder vraiment au-delà de la pupille de l'autre. Enfin, il y avait toute une petite bible en fait de langage corporel que Malou a saisi en une fraction de seconde, et c'était génial. C'est intéressant ce que vous dites sur le fait qu'en fait, elle n'est pas incarnée. Enfin, elle est à la fois extrêmement charnelle et en même temps quasiment désincarnée. Mais ça, c'est aussi le thème de la virginité. Tout à fait. Enfin, votre film travaille énormément avec les codes du sexe et de la virginité. Bon, il y a le côté Madone et... Je me permets de dire, mais c'est vrai, il y a les 3 figures féminines Tout à fait. légendaires, la mère, La Vierge et la pute. Absolument. Donc, complètement. Ça travaille, Et c'est c'est des images, c'est des rôles qu'on a encore, qui sont le rôle auquel sont assujettis les candidates de télé-réalité. Et l'hypersexualisation, moi, c'était important pour moi de montrer qu'hypersexualisation n'est pas égale à sexualité, que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est 2 choses complètement différentes. Et que Liane aussi s'est enfermée derrière son image. Elle ne se vit qu'à travers les réseaux sociaux et qu'à travers le regard des hommes. Et qu'à force d'être déconnectée de son corps, elle est loin de ses sensations, elle est loin de ses émotions au début du film. Et qu'au fur et à mesure, elle en prend conscience. Et ça c'est sa trajectoire qui lui permet d'être lucide à la fin du film et de partir armée de cette lucidité. Mais c'était effectivement le fait que Luan soit vierge, c'était un parti pris radical, mais que je trouvais très intéressant aussi par rapport à sa quête de pureté, par rapport à sa quête sa quête d'absolu, et qu'elle lui donne raison d'être à part. Je me sens à part, quoi. Oui. Et par ailleurs aussi, elle subit la pression sociale qui va avec le sexe, et que il faut baiser, quoi. Donc c'est une pression, et que plus tard elle le fait, moins elle y arrive, et je m'excuse, j'ai été vulgaire, mais j'ai commencé, j'ai dit pute en premier, donc donc c'était une notion qui était très importante de sentir de voir de savoir qu'elle est vierge. Ça l'inscrivait dans une quête aussi très vulnérable. Ça la vulnérabilisait beaucoup, et ça montre aussi qu'elle n'a pas appris à aimer son corps, à s'aimer elle-même, à déceler chez l'autre, qu'elle a été tellement entourée de violence aussi que finalement, pour faire l'amour avec quelqu'un, il faut être en confiance. Donc qu'elle est entourée de violence depuis toujours, donc elle est... On va passer au jeune homme qui lui donne confiance, mais il y a une question, monsieur. Oui. Oui, bonjour. Oui, Shimon Soufir pour Movie and Love. Je voulais savoir pourquoi ce parti pris de représenter la télé-réalité, mais jamais à l'image, parfois au son, mais jamais à l'image. C'était une volonté depuis le début, parce que je trouvais intéressant de ne voir la télé-réalité qu'à travers les yeux de Liane, pour pouvoir saisir vraiment toute la puissance qu'elle ressent quand elle en voit, et que le son permettait d'être un peu plus proche d'elle, plus proche de son ressenti, et justement d'en faire quelque chose de divin presque, d'omniscient, d'invisible. Et c'est une force invisible qui l'enveloppe complètement. Donc c'était plus fort de le faire à travers le son et à travers son regard qu'à travers des images que le spectateur de toute façon connaît, et qui aurait rabaissé ça à quelque chose de trop trivial, et là où c'est quelque chose de très noble pour elle. Alors, je reprends donc. C'est vrai que cette notion de le personnage féminin est au centre de tout, mais je trouve, vous avez vraiment écrit un personnage masculin magnifique. Il y a quelque chose aussi d'une espèce de pureté presque chevaleresque chez ce jeune homme. Enfin, c'est vraiment très beau. Ça compose un rapport amoureux qui est très pur. Donc, comment vous avez écrit ce personnage, et après, comment vous avez composé, parce que c'est très subtil, quoi. Ce romantisme, sans être nié. Enfin, c'est très beau, ça. C'était hyper important pour moi de montrer aussi que les femmes sont soumises à pléthore d'injonctions, mais que les hommes aussi sont soumis à pléthore d'injonctions, et que Dino croule sous les injonctions à être puissant et à incarner l'homme viril, l'homme puissant, l'homme qui a une grosse bagnole, l'homme qui en impose, cette injonction à être finalement plus patriarcale qu'on ne le voudrait. C'était important pour moi de montrer qu'il subit ça, et qu'il n'est pas comme ça du tout, et que lui, il a le cœur dehors, et il est touché par la grâce
de tout ce qui l'entoure et de montrer qu'il souffre lui aussi d'injonctions et que ça ne concerne pas que les femmes et que Diamant Brut n'est pas que... c'est un film qui dénonce les injonctions aussi de manière plus générale. Donc, m'a offert un dino d'une fragilité et d'une poésie. Alors, comment fait-on ça? Je reprends ses paroles, c'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est un personnage qui suit le rythme de la vie, c'est-à-dire être un homme, être viril, tout ça. Et en fait, à la vue de Liane, il a envie de s'abandonner, il a envie de montrer qu'il aime, de montrer qu'il peut être doux. Et voilà, et j'ai été merveilleusement dirigé par Agathe, du coup, c'est pour ça que le rôle ressort aussi bien. Oui, parce que c'est pas. Enfin, par exemple, j'ai entendu sur La Croisette, même cette simple phrase. Tu veux bien me montrer tes seins? Mais faut savoir. Non, mais faut le dire ça, parce que la phrase, elle est comme ça, elle est vraiment suspendue. Il est très pur, il est très Et spontané. c'est très pur, voilà. Donc cette manière d'incarner. Et par ailleurs, il n'a pas les codes, donc il porte avec lui une violence. Enfin, il n'a pas les codes il a d'autres codes, mais il porte en lui une espèce une brutalité. Mais qui est aussi de la naïveté. Donc c'est un mélange entre justement la confrontation entre ces injonctions et l'élan de son cœur très, très simple, quoi. Et cette fameuse phrase, oui, c'était une phrase, c'est une déclaration d'amour, et c'est ce que je peux t'admirer un peu plus, en fait. Il n'y a aucune volonté sexuelle derrière. Oui, vraiment, de réussir à en faire une phrase absolument pas triviale, bon, c'est quand même chapeau, quoi. Voilà. Dire chapeau. Chapeau. Chapeau à nous tous. Et je voudrais revenir au rapport aussi quand même avec la mère, parce que là, ça raconte le mépris, la manière de surplomber, que le regard des gens surplombe la télé-réalité, ceux qui en font partie, etc. Mais il y a aussi ça interroge le milieu social et comment il peut y avoir au départ un malentendu avec Filial qui en fait est un gouffre, quoi, qui est impossible à... Donc comment vous avez composé, Andrea, cette maman peu attendrie? Le rapport à la violence, le spectre de la violence en règle générale me passionne. Donc quand Agathe me propose le rôle de Sabine, forcément, je vois que c'est pas un personnage qui est stupide. Elle n'est pas ni stupide ni méchante. C'est une femme qui ne sait pas aimer. C'est une femme qui est passée à côté de sa vie. Il était important pour moi... comme c'est encore une fois, même dans le scénario, dans les répliques, Liane dit ma mère c'est un souffle, c'est une ombre. Donc je savais que j'allais intervenir, comme ça mon personnage intervenait, mais il fallait qu'il ait ce poids psychologique intense sur le personnage de Liane. Et donc la transformation aussi physique de ce personnage m'intéressait énormément. Donc perdre du poids, ne plus m'hydrater la peau, être une personne asséchée, desséchée, fatiguée, usée par la vie, mais qui juste sait pas aimer. Elle est dépassée, elle est passée à côté de sa vie. Pour moi, c'est une enfant qui n'a pas grandi. Et quand Agathe a commencé, on a parlé des cheveux et tout ça, j'ai dit ok, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je fais cette espèce de couleur supermarché dégueulasse. Et bon, c'était top parce que c'était vraiment ça, la silhouette, les costumes, tout ça m'a aidé aussi. Il y avait tellement de travail autour des silhouettes. Et puis Agathe savait exactement où elle allait avec ce personnage qui avait cette violence, mais qu'en même temps, tout était quand même hyper retenu. Et donc de travailler vraiment sur ce visage qui va toujours vers le bas, comme ça, comme quelqu'un vraiment d'épuisé par la vie, qui est passé à côté de sa vie, qui peut ressentir une jalousie envers sa fille qui, elle, malgré le mépris qu'elle porte à la télé-réalité, en tout cas quand elle dit voilà, t'as des rêves trop grands, et puis c'est ça, c'est une dictature ça en fait, ce que tu vas faire c'est de la dictature, donc elle a un regard sur ça, mais en même temps il y a quand même une jalousie, elle l'envie quand même d'avoir elle sa chance de pouvoir se sortir de ça et d'avoir le courage de sortir de ça, là où Sabine n'a pas eu le courage. On voit que c'est quelqu'un qui pas, il y a pas une grande volonté de sa part. Donc voilà, j'ai trouvé ce rôle absolument passionnant. Je savais aussi qu'Agathe était beaucoup en plan séquence, que Malou allait être de tous les plans. Donc encore une fois, il fallait que ça soit pertinent sur quand elle arrive à l'image, elle percute parce que elle percute. Donc à mon sens, la transformation physique était vraiment importante pour servir le personnage de Sabine que me proposait Agathe. Ouais. Là-bas, oui. Merci pour ce film. Jeanne de Félix de chez Pelliculte.
Moi, je me questionnais sur la fin du film. En fait, on a l'impression qu'elle ne va pas pouvoir rejoindre cette télé-réalité jusqu'au dernier moment. Et puis ensuite, on la voit dans l'avion en train de partir comme si c'était enfin, elle prenait enfin sa liberté. Mais sa liberté, en quelque sorte, c'est cette télé-réalité qui est une autre forme de prison. Pourquoi avoir choisi cette fin, s'il y a une raison particulière ? C'était hyper important pour moi que Liane réussisse, parce que si elle avait échoué, ça aurait voulu dire qu'elle a eu tort de croire en elle, et elle a eu tort de défier les gens qui ne croyaient pas en elle. Donc c'était essentiel de célébrer sa pugnacité et sa détermination, sa foi en elle. C'était vraiment très important déjà d'un point de vue amoureux avec le personnage. Et ensuite, ce qui était important, c'était de montrer aussi qu'elle part lucide, elle est consciente de ce qu'elle laisse derrière elle, elle est consciente du destin qu'elle est en train d'embrasser, et qu'elle a deux chemins, elle peut en faire quelque chose, parce qu'on peut faire quelque chose, bien heureusement, de la télé-réalité. Les candidats télé-réalité, il y en a plein qui sont très heureux dans leur vie et qui sont très sains dans leur vie, qui ont un rapport à leur image qui est très sain, mais elle peut aussi effectivement se brûler les ailes, donc d'où ce virage qu'on a travaillé, et à la fois c'est vertigineux, et puis en même temps il y a le soleil qui la caresse et qui lui dit « t'as eu raison de croire en toi ». Donc après, maintenant elle est lucide, elle se débrouille, quoi. Elle est intelligente, elle est forte, donc elle peut prendre un chemin comme un autre, mais c'était hyper important de montrer que la télé-réalité c'est une solution aussi. C'est pas, du point de vue du candidat, c'est une solution, c'est une opportunité, c'est un travail, c'est une manière de gagner sa vie, et qui est différente, mais du point de vue du candidat, c'est quand même des gens qui veulent en faire, c'est une carrière, quoi. Il y a une question. Oui, bonjour, Teresa Corsero, Kulturzeit, TV allemande. Merci pour ce film très fort et très précis, je trouve. J'ai beaucoup aimé les endroits que vous avez trouvés pour ce film. Par exemple, quand les deux se promènent, il y a des piles de pneus. Et je trouve ça, c'est beau et c'est très, très symbolique. Alors, vous pouvez parler du procès de trouver tous ces endroits et ces places. Ça, c'était un défi, un vrai défi, mais quand on est arrivé... moi, je voulais absolument que Liane vive à Fréjus pour des raisons politiques, parce que Fréjus, c'est la première ville RN de France, donc le tissu social se confronte en plus à Saint-Raphaël, qui est une ville beaucoup plus riche, donc il y a quelque chose de très brutal dans cette ville. Et Fréjus aussi nous offrait la possibilité de rayonner dans des villes et dans des paysages qui sont peu représentés, je trouve, quand on parle du sud de la France, pardon, et qui flirtent avec l'Amérique, avec l'Italie, avec des paysages très très différents, qui sont à la fois très luxuriants, très riches, ou bien complètement desséchés. Donc il y avait des extrêmes qu'on retrouvait aussi dans les paysages. Et j'ai eu la chance de travailler avec des régisseurs et des repéreurs qui ont trouvé des endroits qui correspondaient parfaitement à l'idée que je me faisais des décors du scénario. Donc c'était génial. C'était beau. Mais c'est vrai qu'il y a une lumière qui est particulière, et c'est des paysages qui ont vraiment une particularité, et qui étaient tous, qui avaient une identité très forte aussi. Et ces fameux pneus au club de motocross, je me souviens, l'équipe d'éco les avait peints pour rajouter la recherche plastique dans le film. Elle était très importante, et du coup elle était aussi très importante. Enfin, pour moi elle était très importante, mais du coup par ricochet elle était évidemment importante pour tous ces gens hyper habités qui chacun a rapporté son expertise. Et l'équipe déco, la chef décoratrice a proposé de peindre le dessus pour remettre quelque chose de graphique dans l'image. La texture. De la texture, ouais. Etc. Donc pour chaque décor, il y avait une approche comme ça qui était graphique. Ils étaient choisis aussi parce que graphiquement, cinématographiquement, ils étaient intéressants. Comme ce magnifique poteau au tout début. Ouais, le poteau, c'est fou. Mais le plus dingue, c'est que le poteau, on a d'abord trouvé la maison de Liane. Ça, c'était le plus grand défi, c'était de trouver la maison de Liane, parce qu'il y avait des histoires de praticité, de caméras, de machinerie, etc. Mais aussi, il fallait trouver le bon décor. Ça, c'était vraiment le plus difficile, c'est de trouver les maisons, en fait. Et le poteau, il était devant la maison.
mais comme dans l'histoire. Donc c'était dingue. Et 1 an après, et aujourd'hui c'est l'anniversaire de la fin du tournage par ailleurs. On a terminé il y a 1 an pile. Joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire, dit à mon pote. Et je suis repassée à Noël devant la maison, et en fait c'est devenu un hypermarché. Et il y a plus de poteau. Enfin, il y a un poteau, mais il y a des caddies, il y a tout le bazar qui va avec un hypermarché. Donc ouais, ils m'ont griffé. Mettre une plaque. Oui. Mais c'était, en fait, le poteau de Liane, quoi. Ça va pas non, ou mais quoi il y avait quelque chose effectivement on est tombé vraiment au bon moment, et il y avait de toute façon, on était accompagnés, par la grâce sur ce tournage, donc il y avait plein de petites concordances comme ça de facilités cosmiques, de cadeaux cosmiques, et les décors, c'était merveilleux. Là. Bonjour à tous et tout d'abord félicitations encore pour ce beau projet. Sami Aïda, cinéphile. Je voulais rebondir sur ce choix d'une jeune actrice pas encore professionnelle et sur cette belle morale finalement. Quand tu as monté les marches, finalement tu as réalisé à la fois ton rêve probablement et le rêve de ton personnage. Je voulais savoir finalement quelles émotions tu avais ressenties à ce moment-là. Merci pour cette question. C'est un parallèle hyper intéressant. Et c'est vrai qu'en plus, dans le film, il y a une réplique où elle dit la meuf est parfaite, elle fait même le festival de Cannes. Ça a fait réagir à la salle a rigolé. Oui, c'était amusant. Mais moi, je n'osais pas rêver si grand. J'étais beaucoup plus complexée que Liane en tant que jeune Malou. Et oui, je pense que c'est... Le rêve de Liane, c'est avant tout d'être aimée, d'être reconnue. Donc oui, elle aurait sûrement été hyper émue de monter les marches du Festival de Cannes, comme moi je l'étais, parce qu'effectivement, c'était un moment très beau, très fort. J'étais hyper contente qu'on se tienne toute la main avec les filles, avec Andrea, avec Agathe, qu'il y a Léa, Alexandra. Les copines de Liane, elles sont toutes au premier rang. Je pense qu'on pourrait les applaudir. Hein. Et Alicia, et Ashley qui joue Alicia, sa petite sœur. Et la petite sœur, voilà, oui, ah bah oui. Non, mais du coup, oui, pour conclure, c'était très beau, c'était très fort, et je suis consciente d'être aussi privilégiée de rentrer par cette grande porte qu'est le Festival de Cannes, et je compte bosser et ne pas m'arrêter là. Bravo, c'est bien. J'aimerais passer un petit peu aussi à l'aspect justement, esthétique, les grands partis pris de mise en scène. Il y a une colorimétrie qui est très très réfléchie. Il y a un côté californien de temps en temps. Quand vous disiez que ces paysages du Sud, ça pouvait être l'Amérique, c'est vrai que de temps en temps on a l'impression tout d'un coup que c'est la Californie. 2 secondes après, c'est vraiment Fréjus. ça vous jouez avec plein de codes. Avec plein de codes aussi de picturaux, je pense. J'imagine que vous êtes aussi inspiré par la photo ou la peinture. Quels ont été vos grands axes pour donner je sais pas, effectivement, cette texture, cette flamboyance au film, quoi. Mais je pense que ça vient aussi de ma formation aux Arts Déco de Paris, où j'ai exploré tout ce qui fait une image, tout ce qui fait tout ce qui fait la beauté d'une image à travers l'histoire de l'art, et puis en faisant les choses. Donc il y avait déjà une approche qui est liée à ma formation. Ensuite, toutes les inspirations du film, c'est un gros pot pourri entre du tableau de la Renaissance, du tuto make-up sur YouTube, de la vidéo TikTok, de la photo de films. C'était un mélange de tonnes de choses. Mais ce qui est certain, c'est que comme c'est un film sur la beauté, j'avais besoin que le film soit beau, donc qu'on sente, qu'on ressente, qu'il y ait une recherche plastique, qu'on la voit pas, mais qu'on la ressente. Et c'était important, en plus, d'autant plus important qu'il faut illustrer le rêve de Liane, et que un rêve, c'est toujours noble, et donc il fallait illustrer aussi toute la grandeur de son rêve à travers une recherche plastique, une plasticité qui soit parfaite, qui soit la plus belle possible, en tout cas à mes yeux, parce que c'est subjectif. Mais... Et vous jouez beaucoup avec la notion iconique, oui. Alors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire on revient à la vraie notion d'icône, c'est-à-dire vous jouez avec beaucoup de symboles religieux. Oui. Bon, de toute façon, vous avez la foi, et puis elle essaye de vous faire apprendre une très jolie prière, mais il y a cette notion de foi, mais il y a cette notion vraiment à l'écran.
aussi d'icône, de la filmer comme une Madone. Enfin, à la fin, dans l'avion, c'est vraiment une Madone. Hein. C'est une Madone de Bellini. On est carrément à la Renaissance, c'est sublime, quoi. Liane, elle est dans une quête de perfection. Et elle se dit, si je suis parfaite plastiquement, on va me regarder. C'est ce qu'elle raconte dans le film. Si on me regarde, on m'admire. Si on m'admire, c'est que je suis puissante. Et au final, c'est que je suis aimée. Donc elle est dans une espèce de quête de perfection qui est une quête d'absolu, qui du coup, effectivement, est une quête de mythologie, d'ascension, on ne peut qu'adorer les... Oui, elle monte au ciel. À la fin, oui, elle monte au ciel. Oui, on a truffé effectivement, il y a plein de petites références comme ça. Mais c'est oui, l'image de la Madone, le côté de lui donner un souffle religieux dans ce que ça implique de foi et de croyance et d'élévation aussi. Effectivement, c'est une figure qui était importante dans le film. On ne peut qu'adorer. Personne ne remet en question une sculpture de déesse grecque ou une représentation de tableau de Renaissance. C'est de la beauté. Enfin, c'est comme ça qu'on nous apprend à voir ces images. Donc, si elle est dans la perfection, si elle est divine, si elle défie la nature en s'injectant des lèvres, en recréant son corps, en mettant un filtre bête tout simplement sur Instagram, elle est dans une démarche d'iconisation. Et par ailleurs, le terme d'icône, c'est vraiment aussi un terme qu'on entend tous les jours. Donc, il y a aussi une espèce d'accessibilité à ce statut. Donc, et là, les mythes aussi. Enfin, bon, c'est... Il y a une image qui a beaucoup frappé, enfin, je ne sais pas vous, mais tout le monde en parlait beaucoup, c'est le contouring. Enfin, c'est quand c'est une image, on a l'impression d'un espèce de truc tribal. Oui. C'est absolument magnifique. Enfin, et vous êtes complètement, enfin, on a l'impression un truc enfin, c'est assez hypnotique. Vous y avez pensé à comment, à ça, et pourquoi insister là-dessus, quoi? Déjà, c'est fascinant, le contouring. Et moi, quand j'en ai marre, je vais prendre une pause, je fais vraiment des pauses où je regarde des tutos de maquillage et tout. Puis c'est de la SMR visuelle, en fait. C'est vraiment fascinant. Et c'est vraiment... en fait, c'est le maquillage, depuis la nuit des temps, on se maquille pour faire peur à la tribu voisine. Et c'est vraiment un masque, c'est un outil de guerre, en fait. C'est un outil pour impressionner l'autre. Donc, ça s'inscrit dans une tradition de puissance qui est vieille comme le monde. Et le contouring, c'est fascinant à faire, à voir, à faire. Moi, j'en ai jamais fait, mais bien que j'ai vraiment envie d'essayer. Mais c'est fascinant parce que ça change complètement le dessin du visage, l'axe du nez, et les gestes sont... Enfin, on n'en parle pas du contouring, on n'en parle pas assez en fait, finalement. C'est parce que c'est vraiment, c'est une science, c'est de l'art, c'est vraiment de la peinture, quoi. Donc, et encore, elle le fait à la liane, donc elle le fait de manière un peu à la truelle et elle y va pas de main morte, etc. Ah oui, ça. Donc, mais il y a aussi l'extrême face contouring, il y a plein de degrés de contouring différents. Donc là, on a choisi un contouring qui soit porté par des gestes beaucoup plus guerriers, beaucoup plus authentiques, qui allaient plus droit au but. Mais oui, moi, j'étais extrêmement heureuse de filmer ça. Alors, il va falloir qu'on termine. Ma dernière question sera, je pense, pour Malou, mais quand même, chère productrice, est-ce qu'on est fiers? Parce que votre maison de production fait aussi beaucoup d'animation. Vous avez fait La vie de ma mère il n'y a pas longtemps avec Agnès Jaoui. Mais comment on croit, on a la foi aussi, comme ça, dans un premier film où on se dit pas il va aller à Cannes, enfin résultat il va à Cannes, mais comment on croit à cette histoire-là? Alors moi déjà, c'est en voyant le court-métrage d'Agathe, où j'avais été saisie par ce que je voyais, parce que j'avais l'impression de jamais avoir vu ça en France. Aussi, surtout d'un point de vue pictural, mais également sur le sujet abordé. Donc il y avait quelque chose déjà de fascinant. Et j'adorais le fait qu'Agathe s'inscrive dans une démarche depuis le début, depuis les arts déco. Je trouvais ça très intéressant qu'une réalisatrice vienne des arts déco avec ce souci esthétique, visuel, cette approche-là. Le fait qu'elle travaille des thématiques dans le détail depuis longtemps. Donc cette interrogation sur la beauté, sur le vulgaire. Je trouvais qu'il y avait une dimension très, très intéressante déjà.
Et après, Agathe, brillante femme, très impressionnante et qui écrit divinement bien. Donc, il y a eu un long travail d'écriture pour être au bon endroit. En effet, regarder exactement au bon endroit Liane. Quand ça a été trouvé, moi, j'étais déjà fascinée par le travail de précision qu'il y avait dans le scénario. Mais après, là où il y a une conviction, c'est aussi de voir comment Agathe pensait tous les détails du film, du moindre décor, costume, maquillage, tout était déjà visuellement pensé. Donc ça a été une manière de travailler originale, et même c'est beaucoup plus facile pour un producteur d'avoir autant de matériel au final et des intentions très claires. Donc, voilà. Donc il y avait une conviction, en tout cas, qu'il y avait une réalisatrice qui apportait une patte différente, avec un sujet très fort. Et au final, c'est ça qui a plu aussi à pas mal de... on a eu tous les partenaires qu'on pouvait espérer avoir. Certes, il y a eu une question de timing qui était parfaite, parce qu'entre le moment du début d'écriture, où quand je parlais de la thématique, c'était bon, télé-réalité, mais ça, au cinéma, mais ça, mais quelle horreur, mais pourquoi et au moment où on a fait lire le scénario, il y avait eu MeToo, il y avait eu des mentalités qui avaient changé, des femmes qui avaient pris position, et l'envie aussi de la société de davantage comprendre tous ces phénomènes. Donc il y a eu un concours de circonstances très favorable. C'était dingue, ouais. Il y a eu aussi la sortie du livre de Delphine de Vigan. Oui, moi, je me souviens d'un virage qui s'est opéré avec Les enfants sont rois, où elle a entrouvert la porte et on s'est rué dans la porte. Et effectivement, ça concordait avec le moment où l'écriture se terminait. Et on a vu vraiment, enfin, j'ai vu du jour où j'ai eu cette idée il y a très longtemps, et une évolution des mentalités, c'est super. Alors, dernière question. Malou, hier soir, vous avez vu le film en grand, là. Voilà. Quel plan, de quel plan vous êtes la plus fière? Voilà. Qu'est-ce qui vous a scotché vous-même? Alors, il y en a deux qui me viennent en tête particulièrement, mais c'est parce que c'est pas forcément des plans... ils sont tous, je les aime tous vraiment profondément, et j'aime vraiment très profondément Liane, donc c'est difficile de faire un choix. Mais c'est vrai qu'il y a la scène du snack avec Gino qui fait du bien au personnage. Et la bataille de frites. Ouais, la bataille de frites. C'était hyper sincère. C'était une vraie bataille de frites. Et c'était, on a vraiment beaucoup rigolé ce jour-là. On a couru dans le resto, puis moi j'étais toujours en talons, je me cassais la gueule toutes les 2 minutes, quoique pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Non, c'est moi. On va croire que je t'ai maltraitée. Et puis je sais pas, la scène presque à la fin dans la douche, où je me lave enfin après ce moment sur la plage où j'ai le coup de fil. Je sais pas, cette scène dans la douche, je m'émeus un peu moi-même, donc c'est assez particulier. Mais ouais, c'est des scènes que j'aime. Bon, merci beaucoup, on va rester sur ça. Bon, vous émeuvez vous-même, mais nous aussi, on est très, très, très émus. Donc voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci.